179 personnes ont perdu la vie dimanche dans le pire accident aérien de l'histoire de la Corée du Sud. Alors, à quoi est dû cet accident? Eh bien, on va en parler tout de suite. Et pour ça, je suis avec Bertrand Villemer, président d'ICAR, spécialiste aéronautique. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. La première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce crash d'avion? Il faut toujours être prudent avant d'émettre quelque hypothèse que ce soit. On a la certitude que les boîtes noires ont été retrouvées, une en bon état, l'autre dans un état, semble-t-il, pas parfait. Et ces boîtes noires vont nous donner tous les éléments pour avoir des certitudes sur la cause de l'accident. Donc je pense que c'est un préambule qu'il est utile de faire pour éviter les supputations. Il y a des faits. Le premier fait, c'est que l'appareil s'est posé train rentrée, sans volet et sans reverse. Alors, si vous pouvez nous expliquer voilà, ce que sont les volets et les reverses. Voilà. Alors, les volets, c'est des surfaces qui sont à l'arrière des ailes et qui permettent de se poser plus lentement. Et bien sûr, une fois que l'avion glisse ou roule, de freiner davantage l'avion. Et les reverses, c'est un système qui permet d'utiliser la poussée des moteurs, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on met les moteurs à une certaine puissance, et au lieu que cette puissance soit dirigée vers l'avant, on les dirige vers l'arrière. Voilà. C'est ce que font tous les avions, ou une majorité des avions, quand ils se posent sur un terrain. Ils sont avec les volets, avec le train, bien sûr, et ils utilisent les reverses pour se freiner, et tout à fait à la fin, ils freinent avec les freins, comme une voiture, si vous voulez. Bon, ça, ce sont des faits. Ensuite, autre fait, l'appareil, il s'est posé au milieu de la bande. Et il s'est posé, semble-t-il, rapidement. Donc, évidemment, s'il se pose rapidement et s'il se pose au milieu de la piste, il n'y a plus beaucoup de place pour décélérer. Voilà les éléments objectifs qu'on a. Maintenant, concernant ce qui a été les communications qui ont eu lieu entre l'avion et la tour de contrôle. Il est établi que, par le gouvernement coréen, que la tour de contrôle a indiqué à l'équipage qu'ils allaient entrer où il y avait des oiseaux, où il y a eu un péril aviaire, où il y a eu un choc avec les oiseaux. Il faudra voir exactement ce qui a été dit, mais il est acquis que la tour de contrôle, activement, communiquer avec l'appareil concernant des vols d'oiseaux à cet endroit. Il faut savoir que c'est un terrain qui est en bord de mer et qu'il y a des marécages. Donc bord de mer plus marécage, il y a effectivement beaucoup d'oiseaux dans cette partie de la Corée, quoi. Donc on n'est pas en plein désert. Voilà. Donc partant de là, on peut penser que des oiseaux aient été ingérés par les moteurs, d'autant que, quand on regarde très bien la vidéo, on se rend compte que pendant que l'avion glisse, il y a de la fumée qui s'échappe des moteurs. Bon, alors, donc, on peut penser qu'il y a des oiseaux qui sont entrés dans les réacteurs et que ça a conduit les moteurs à s'arrêter ou à prendre feu, ou les deux à la fois. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent pour des avions? Alors, ce qui est fréquent, c'est que les avions heurtent des oiseaux. C'est pas tous les avions, c'est pas tout le temps, mais c'est des choses qui sont fréquentes. C'est fréquent que des oiseaux rentrent dans les moteurs. Les moteurs sont d'ailleurs faits pour ça. La certification des moteurs, la certification, c'est un certain nombre de règles que les motoristes sont obligés de respecter afin que l'avion soit commercialisé et que le moteur soit commercialisé. Ça s'appelle le règlement de certification. Dans ce règlement de certification, il y a des tests qui sont faits sur les moteurs. Et dans ces tests, il y a des tests qu'on appelle les tests de canon au poulet. Donc, c'est des poulets qui sont montés dans un canon et on propulse le poulet mort, je vous rassure, mais mort, mais pas congelé, bien sûr.
parce qu'il faut qu'il ait faut qu'il soit complètement similaire Mhm. à un oiseau du poids d'un poulet. On le propulse à des vitesses qui sont des vitesses qui correspondent à la finale de l'appareil, c'est-à-dire grosso Mhm. modo 220 km/h, 230 km/h, un peu plus même. Voilà. Donc ces tests sont faits, et si les résultats correspondent pas à la réglementation, c'est-à-dire que si le moteur explose, si le moteur prend feu, si il y a des aubes de turbine qui s'échappent et qui volent dans le fuselage, etc., alors le moteur n'est pas certifié. Mhm. Donc le péril aviaire est quelque chose qui est pris en compte au niveau aéronautique. C'est quelque chose qui est rare, et quand un oiseau unique où plusieurs oiseaux rentrent dans un moteur, c'est pas pour ça que le moteur va s'arrêter, c'est pas pour ça que le moteur va exploser. Alors, les statistiques que nous avons sur ce plan-là, il y en a une qui est très connue, on en a d'ailleurs fait un film qui s'appelle Sully, dont le héros est Tom Hanks, sur l'accident du US Airways en janvier 2009, où au décollage de New York, l'Airbus A320 a pris une nuée d'oiseaux dans les deux réacteurs, les deux moteurs se sont arrêtés, Mhm. et le commandant de bord, un ancien pilote de chasse, bravo, a fait demi-tour et s'est posé sur l'Hudson, et il n'y a pas eu un blessé. Il n'y a pas eu un blessé. Mhm. Il s'est posé sur l'autre à rentrer. Bon. Donc, c'est déjà arrivé qu'un appareil, en ingérant des oiseaux, fait que les deux moteurs s'arrêtent. C'est statistiquement extrêmement rare, mais c'est déjà arrivé. Mhm. C'est justement pourquoi est-ce que là, l'avion n'a pas pu, par exemple, se poser proche de l'eau comme ça avait été le cas en 2009 finalement, pourquoi est-ce qu'il a tenté tout de même d'atterrir sur la piste? Parce qu'il pouvait. Mhm. Il pouvait atterrir sur la piste. La preuve, alors que dans le cas de l'avion du US Airways dans l'Hudson, il n'avait pas le temps, ni l'énergie, ni la hauteur pour pouvoir rejoindre l'aéroport dont il venait de décoller. Mhm. Il ne pouvait pas faire demi-tour et se reposer dans l'autre sens. C'est l'idéal, c'est ce qu'on cherche à faire dans ces cas-là. Mhm. Mais si vous n'avez pas la hauteur suffisante et si vous n'avez pas de moteur, en fait, dans le cas de la baie d'Hudson, le commandant de bord, il était aux commandes d'un planeur. Il était aux Oui. commandes d'un planeur. Donc, évidemment, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut bien calculer son coût, sinon, ben, ça passe pas. Mhm. Et là, il semble, je dis bien il semble, que du fait que le train n'ait pas été sorti, et ça, c'est la grande interrogation, parce qu'entre l'arrêt des moteurs et l'incapacité de sortir le train, il n'y a pas beaucoup de liens. Il y a des liens, mais qui sont des liens compliqués. Mhm. C'est-à-dire que le moteur, ça marche avec de l'hydraulique. Certes, il y a un certain nombre de contacts électriques, évidemment. Si les circuits hydrauliques qui sont redondants, il n'y en a pas qu'un, si les circuits électriques qui sont redondants, il n'y en a pas qu'un, ne marchent pas, alors il y a un circuit en secours qui permet de sortir le train, qui est, qui est aidé par son propre poids. D'ailleurs, le train, il tombe, si vous préférez. Mhm. Et le fait qu'il tombe fait qu'on peut, avec des procédures de secours, j'allais dire manuelles, on peut le sortir, mais ça prend un certain temps. Mhm. Ça se fait pas juste en baissant une palette, comme c'est le cas Mhm. lorsque l'automatisme marche. La- Donc la question, elle est là. La question est pourquoi n'a-t-il pas pu sortir le train? Oui, parce qu'il y a une panne, on a l'impression qu'il y a cette collision possible, hein, c'est toujours des hypothèses bien sûr, avec des oiseaux, a paralysé finalement tout l'appareil. Ben, non, il y avait toujours les commandes de vol. Mhm. Il y avait les commandes de vol. Hein. Je vous rappelle que c'est des commandes de vol électriques sur cet appareil. Et il avait les commandes de vol. Sinon, il ne serait pas posé sur la piste. Il n'aurait Effectivement. pas pu se poser sur la piste. Il n'aurait pas Mhm. pu se poser à plat, parce qu'il s'est posé à plat. Il s'est Mhm. plutôt bien posé, d'ailleurs. Hein. Mhm. Il s'est plutôt bien posé. Vite et loin, mais il s'est bien posé. Donc, Mhm. il avait le contrôle de l'appareil au niveau du manche. Très Mhm. certainement. Sinon, il n'aurait pas pu se poser. Mm. Il y a une question aussi qui occupe beaucoup, c'est l'architecture de cette piste d'atterrissage avec un mur au bout. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans les autres, dans les autres aéroports, justement, d'avoir finalement un mur en dur qui crée cette explosion? Alors, la réponse est non.
Maintenant, est-ce qu'il y a une réglementation? Alors, il y a une réglementation. Il y a deux grandes réglementations en aéronautique. Il y a la réglementation américaine, qui a été rédigée et qui est validée par l'autorité de tutelle, la FAA. Et puis, il y a la même chose en Europe, qui s'appelle le HASA. Et donc, ces deux grandes réglementations sont assez proches l'une de l'autre. Il y a des distinctions, bien sûr, c'est assez proche l'une de l'autre. Et elles caractérisent l'ensemble de ce qui est nécessaire à la sécurité des vols, que ce soit la formation des pilotes, la construction des appareils, la façon dont un aérodrome doit être sécurisé, etc. Tout est prévu dès l'instant où on parle de transport aérien. C'est une énorme réglementation, mais qui prend en compte absolument tout, et notamment la façon dont un aérodrome doit être conçu. Et dans cette conception, il est clair qu'il faut éviter des obstacles en dur dans l'axe de piste. Il y a évidemment des obstacles en dur sur les côtés de la piste, ne serait-ce que, je sais pas, quand vous vous posez à Orly, quand vous arrivez sur la passerelle et que vous regardez la piste, elle n'est pas 3 km. Hein. La piste, elle est à quelques centaines de mètres, peut-être 200 mètres. Donc, des bâtiments en dur à 200 mètres d'une piste, il y en a. Hein. Ou 300 mètres d'une piste, il y en a. Mais pas dans l'axe. Mais pas dans l'axe. Alors là, quand on voit le film, il sort de la piste, très clairement, un petit peu, et puis il fait une centaine de mètres et il rentre dans le mur. Alors ce mur était là pour soutenir des feux qui servent à guider, sans rentrer dans le détail, à guider les avions de jour ou de nuit lors de leur posée. D'accord, pour les aider à se poser normalement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un problème avec l'avion? Il y a le gouvernement sud-coréen qui a ordonné une inspection des appareils et qui a tous du même modèle et qui a demandé à ce qu'ils ne volent plus en ce moment. C'est un principe de précaution. C'est-à-dire que le gouvernement sud-coréen pouvait difficilement faire autre chose. Il dit il y a eu un accident avec un avion, il faut vérifier tous les avions du même type qui sont exploités et qui sont maintenus dans les mêmes conditions. J'insiste, qu'ils sont maintenus dans les mêmes conditions. Parce qu'il y a des problèmes de maintenance possibles aussi. Tout est possible, hein, donc il faut tout vérifier. Et donc, c'est une réaction normale. Que ce soit un Boeing, ça aurait été un Airbus, ça aurait été pareil. Oui, parce que Boeing, il y a aussi un historique avec d'autres accidents récents qui pourraient faire peur aussi. Pas sur cet appareil. Hein. Les accidents auxquels vous faites allusion, c'est du 737 MAX, c'est les accidents de 2018-2019. Celui-là, c'est un appareil qui date de 2007. Il est antérieur. D'accord. C'est la version antérieure au MAX. Et le 737 MAX, il avait des défauts de conception qui étaient très graves au niveau des logiciels de commande de vol. Et les deux crashs qui ont eu lieu en 2018-2019 étaient de la même cause. C'est ça qui était dramatique. C'était la même cause. Là, on n'est pas du tout sur le même avion, si je puis dire. C'est l'avion antérieur, génération antérieure, qui n'a pas eu ces problèmes-là. Donc encore une fois, si ça avait été un Airbus, n'importe quel gouvernement aurait fait la même chose. Vérifier, faire une vérification complète, notamment au niveau des moteurs, notamment au niveau du train, notamment, bref, de l'ensemble des appareils de même type qui sont exploités dans les mêmes conditions. D'accord. Je vois des commentaires sur le site du Figaro où des gens s'inquiètent un peu sur la présence d'oiseaux, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose qui est plus fréquent ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'avions dans le ciel qu'on a plus de risques finalement de rencontrer des nuées d'oiseaux comme cela? J'ai peur, hélas, qu'il n'y ait pas plus d'oiseaux qu'avant, il y en a plutôt moins, d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup plus de vols. Voilà, l'augmentation du trafic aérien est un fait. Alors, avant le Covid, c'était 5-6% par an. On est revenu sur une activité qui est à peu près un peu supérieure à l'avant-Covid et on est reparti sur une croissance de, on va dire, en fonction des organismes de calcul, entre 4 et 6%. Voilà, c'est d'ailleurs le problème du transport aérien, c'est que d'un côté, on diminue énormément, il y a énormément d'efforts de fait, notamment de la part d'Airbus, pour diminuer l'empreinte carbone avec des carburants bio, pour parler simple,
Mais de l'autre côté, il y a une croissance du trafic. Mhm. Il y, a- il y a- Voilà. il y en a de plus en plus, et mathématiquement, plus il y a d'avions, plus il y a de risques d'accident. Exactement. Mhm. Très bien, Exactement. très Même bien. si, même si, même si statistiquement, encore une fois, Mhm. l'avion est le moyen le plus sûr. Mhm. Il y a eu 5 milliards de passagers en 2024. Mhm. Mais oui, Et effectivement. on parle de 2 accidents, là. Mhm. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Villemer, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur ce sujet. Merci une nouvelle fois, et merci aux internautes qui regardent cette vidéo. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup.